GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, merci n'est-ce pas de nous faire confiance, de faire confiance surtout à nos programmes. Vous êtes sur Classico. Classico qui est donc cette émission où on va faire le débrief des matchs des championnats européens. Vous savez, le week-end, on a été très saturé avec les championnats italien, anglais, français, espagnol et pourquoi pas allemand. Donc on va ici essayer de débriefer les matchs des têtes de liste, des équipes têtes de liste donc qui sont, n'est-ce pas, connues comme ceux-là qui vont discuter le titre. Je suis seul, Romano n'est pas avec moi, encore indisponible, mais je crois qu'il nous reviendra très bientôt. Nous allons assurer ces quelques minutes ensemble, le temps pour nous de prendre une pause et de revenir derrière. GFIEMS TV. Alors, comme il est donc de coutume, nous commençons par le meilleur championnat, le championnat le plus suivi dans le monde, c'est la Première Ligue anglaise. La Première Ligue anglaise qui avait donc ce week-end, qui livrait dans ce week-end sa 4e journée. Et on va notamment débuter par ce match entre Tottenham et Nottingham Forest. Tottenham qui s'est déplacé donc du côté de Nottingham Forest grâce à un doublé d'Harry Kane, l'homme à tout faire de cette équipe. Tottenham s'est donc imposé 2-0. Revenons un peu dans l'aspect interne de cette rencontre avec Antonio Conte, le coach de cette équipe qui a mis en place son dispositif tactique habituel, le 3-4, le 3-5-2, le 3-5-2. Le 3-4-3, autant pour moi, le 3-4-3 avec notamment deux joueurs de base au milieu de terrain, donc Schbeck et Bentancur. Lorsque vous avez un milieu de terrain comme celui-là, je pense que c'est assez compact, c'est des travailleurs, des bosseurs qui peuvent en même temps récupérer un bon nombre de ballons et puis jouer vers l'avant, surtout que devant eux, on retrouve des joueurs comme Son Heung-min ou encore Kulusevich qui ont, n'est-ce pas, permis à Harry Kane de réaliser ce doublé dans le jeu. Antonio Conte, il faut le dire, est très fixé dans ses ambitions. C'est, n'est-ce pas, jouer au moins la Ligue des Champions l'année prochaine, à défaut d'être champion d'Angleterre. Ils veulent absolument jouer la Ligue des Champions et pour le faire, il faut être parmi les 4 premières équipes du championnat. Et on voit que Tottenham tient quand même la ligne, tient la ligne après ce match nul, 2 buts partout réalisé face à Chelsea et la victoire de la semaine dernière. Tottenham, n'est-ce pas, sans surprise, a carrément fait l'essentiel face à Nottingham Forest et son coach Steven Cooper qui se cherche encore dans ce championnat et qui n'ont pas encore pris le rythme. Il faut dire que c'est une équipe promue, qui vient, n'est-ce pas, découvrir cette compétition et on a quand même des joueurs comme Lingard, l'attaquant, qui a été très esselé dans cette rencontre, qui n'a pas pu se déployer, surtout en face de lui il y avait des hommes comme Dyer, Sanchez et Davis, cette défense à 3 de Tottenham qui a, n'est-ce pas, empêché à l'équipe de Nottingham de pouvoir l'inquiéter dans le jeu. Hugo Lloris a passé un match assez tranquille, assez calme, n'a pas été très influencé parce que devant lui il y avait une mode de joueurs qui le permettait de jouer. Donc on va faire très attention à cette équipe de Tottenham et son trio d'attaquants, Son Heung-min, Kulusevich et Harry Kane, et puis derrière un milieu de terrain assez compact qui travaille dur dans la récupération et dans la relance, et aussi ses joueurs de côté, Emerson et Perisic,
Kovacic, qui aussi font figure de joueurs importants dans le dispositif tactique d'Antonio Conte. C'est donc ainsi que cette rencontre s'est achevée sur le score de 2-0, mérité par Tottenham qui va, n'est-ce pas, essayer de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Allons parler d'une autre rencontre qui a aussi animé les débats dans cette 4e journée de Premier League. C'est Manchester United qui enfin enchaîne une victoire, même si c'était dans la douleur. Manchester United gagne, mais dans la douleur, l'essentiel était fait, c'était de ramener 3 points du côté donc de Southampton qui, n'est-ce pas, créé d'énormes problèmes à l'équipe de Erik ten Hag, qui a bien fait de marquer très rapidement par le biais de Fernandez qui, n'est-ce pas, joue derrière Rashford dans ce dispositif tactique mais mis en place par l'entraîneur néerlandais. Il faut noter que Manchester United fait déjà un peu plus confiance à Rashford au niveau de la pointe de l'attaque, en lieu et place de Cristiano Ronaldo, qui entre toujours en jeu, notamment vers les fins de match. Mais l'essentiel était fait. Il fallait, n'est-ce pas, avoir une équipe qui a envie de jouer, une équipe qui a de l'envie, une équipe aussi qui peut jouer ensemble et qui peut, n'est-ce pas, être toute moins soudée, à défaut d'avoir un jeu assez fluide. On n'a pas encore vraiment vu la patte de Erik ten Hag dans cette équipe de Manchester United. Mais ce qu'on va retenir, c'est que le retour de Raphaël Varane, fait beaucoup de bien à cette équipe de Manchester United, et la paire Varane-Martinez marche assez bien. Elle a pris un but face à Liverpool, mais cette fois-ci elle a terminé un match sans prendre de but. Donc c'est comme pour dire que les 2 premiers matchs où Manchester United a manqué, n'est-ce pas, d'entrer dans la compétition, l'absence de Varane a été aussi pour beaucoup dans cette défense, lui qui est assez expérimenté. On sait qu'il est passé par le Real de Madrid, et puis l'entraîneur néerlandais a encore fait confiance à Dalot sur le côté droit, et puis Malacia sur le côté gauche, ce qui, n'est-ce pas, nous fait comprendre qu'on ne gagne pas une équipe qui gagne, puisque en même temps Marc Tominey et Eriksen étaient comme des milieux de terrain défensifs, dont ceux-là qui jouaient en sentinelle devant la défense, et bien évidemment Anthony Elanga était à droite, Sancho était à gauche, Fernandez qui jouait, n'est-ce pas, le métronome du jeu, c'est l'organisateur, l'homme par qui toutes les balles doivent passer pour essayer d'aller chercher Rashford. Et puis derrière, il y a eu des entrées de Cristiano Ronaldo qui ont assez fait du bien, parce que là, il fallait absolument défendre ce but synonyme de victoire. Mais on ne peut pas dire que Manchester United a littéralement dominé cette rencontre, parce que derrière il y avait une équipe de Southampton qui jouait non seulement à domicile, mais qui a aussi énormément bousculé, créé des occasions de but. N'eût été le manque de réussite d'Armstrong ou de Elionossi dans cette rencontre, je pense que Southampton méritait au moins de terminer ce match avec un point, au moins. Mais on va saluer la performance de l'équipe de Ralph Hasenhuttl, l'entraîneur de cette équipe, qui a quand même mis un dispositif tactique très embêtant pour l'équipe de Manchester United, cette équipe qui jouait dans le même dispositif que Manchester United, en 4-2-3-1, et c'est ainsi que Manchester United profite pour aligner une deuxième victoire successive et, n'est-ce pas, se positionner un tout petit peu mieux que lors des premières rencontres dans ce championnat. Mais on verra la suite avec l'arrivée, n'est-ce pas, de certains joueurs qui ont été recrutés dans cette équipe. On verra comment est-ce que ça va évoluer de ce côté-là. Alors, on retient cette victoire de Manchester United sur Southampton, 1-0, mais il y a une autre rencontre qui a aussi attiré notre attention, c'est ce duel entre Chelsea et Leicester. Leicester qui démarre très mal sa saison, un point déjà pris uniquement en 4 matchs, c'est quelque chose d'assez inquiétant pour les hommes de Brendan Rodgers qui n'arrivent toujours pas à se relancer dans ce championnat. Chelsea, lui, il a fait l'essentiel, une victoire 2-1 après la défaite la semaine dernière, 3-1
3-0 face à Newcastle. Les hommes de Thomas Tuchel se sont très vite remis dans la course avec, n'est-ce pas, un doublé de Sterling. C'est le premier doublé de Sterling avec Chelsea. Et puis, il y a eu un jeu assez compact de l'équipe de Chelsea. J'ai quand même aimé cette équipe au niveau de l'envie d'aller chercher ce résultat, l'envie d'oublier très vite cette défaite 3-0 lors de la 3e journée. On croyait que Chelsea allait encore fléchir face à Leicester, qui n'est pas un adversaire de dernière classe. C'est vrai quand même que l'équipe ne va pas très bien. Vardy n'arrive pas encore à trouver le chemin des buts. Le milieu de terrain composé de Tielemans, de Desboury ou encore Praet ne tient pas encore. On n'arrive pas encore à trouver cette coordination-là qui peut alimenter normalement Vardy, même si le pauvre s'est bien battu dans cette rencontre. Mais Barnes, qui a été buteur pour Leicester, a démontré de belles choses. Peut-être que l'équipe va revenir dans la ligne, mais sauf que ça prend un peu de temps. Notons que Leicester est pour le moment dernier. On reviendra d'ailleurs sur sa position quand on va parler du classement tout à l'heure. Mais on va se focaliser sur l'équipe de Chelsea. L'équipe de Chelsea qui a, n'est-ce pas, fait confiance à la paire d'attaque Havertz qui est un attaquant de pointe fixe, et Sterling qui se balade beaucoup. On sait que parfois on peut le retrouver sur le côté. On peut même le voir venir chercher les ballons vers le milieu de terrain parce que c'est un joueur qui aime bien les espaces et qui faufile entre des petits espaces. Ça a créé énormément de problèmes à la défense, à l'axe, à Marseille, Evans qui ne se retrouvait pas. Et puis il y a Soumaré qui a eu beaucoup de difficultés à jouer cette rencontre. Bon, on espère que Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, va, n'est-ce pas, très rapidement retrouver une solution pour relancer Leicester dans ce championnat et sortir de la zone rouge. Félicitations à Thomas Tuchel qui se bat très bien malgré l'absence d'N'Golo Kanté encore blessé. Gallagher et Jorginho assurent très bien l'intérim, même si Gallagher a écopé d'un carton rouge et que Chelsea, n'est-ce pas, a joué les fins de match dans la douleur, a subi un tout petit peu le match, mais c'est une équipe qui a su gérer cette pression-là. Thiago Silva et Chalobah qui a, n'est-ce pas, bien remplacé Koulibaly qui a écopé d'un carton rouge lors de la 3e journée. Il faut dire que Chelsea est dans son élément, c'est d'avancer, de prendre le maximum de points possible, et cette victoire 2-1 va, n'est-ce pas, remettre un peu de confiance aux hommes de Thomas Tuchel. Et si on parlait tout de suite de cette rencontre entre Manchester City et Manchester City qui a donc, n'est-ce pas, battu l'équipe de voilà, le nom va revenir très rapidement. Voilà, en tout cas, Manchester City a été, n'est-ce pas, victorieux. 4-2 dans cette rencontre. Manchester City était largement mené au score par cette équipe entraînée par Patrick Vieira. Patrick Vieira qui, n'est-ce pas, est revenu avec une envie d'aller embêter cette équipe de tête de liste de Manchester City malgré l'absence de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha qui est l'homme à tout faire de l'attaque de cette équipe de Crystal Palace. Merci, de Crystal Palace. Voilà, Crystal Palace qui est donc, n'est-ce pas, venu embêter cette équipe de Manchester City. Après la victoire face à Chelsea, Crystal Palace voulait, n'est-ce pas, enchaîner, et on sait que c'est une équipe qui est très difficile à jouer et qui procède par des attaques, mais l'absence de Wilfried Zaha a encore créé beaucoup de problèmes à Patrick Vieira, même si Edouard était présent et que cette équipe menait déjà au score 2-0 au cours de la première mi-temps. On croyait l'équipe de Pep Guardiola totalement perdu, pas capable de revenir, mais Erling Haaland s'est très vite réveillé avec Kevin De Bruyne, Foden et Mahrez qui animaient un tout petit peu le jeu au niveau de l'entrejeu et qui ont permis à Erling Haaland de réaliser son tout premier triplé sous les couleurs de Manchester City. Une équipe de City donc qui, malgré le match nul, 3 buts partout de la dernière journée face
face aux Spurs, est donc très très vite revenu dans la bataille et peut, n'est-ce pas, respirer un tout petit peu avant la prochaine rencontre. Notons que Stones a marqué contre son camp et puis il y a eu ce but de Anderson, mais heureusement Alan était bien là et Silva, avec son triplé, Silva a marqué ce but, n'est-ce pas, qui a totalement mis KO les hommes de Patrick Vieira. Ça fait donc 4 buts à 2 pour Manchester City face à Crystal Palace, et on va quand même se dire que City a beaucoup un banc de touche assez riche, hein. Il peut, n'est-ce pas, à tout moment changer son dispositif tactique, Pep Guardiola, et c'est pour ça que l'équipe de Manchester City reste le principal favori de ce championnat. Mais tout ce qu'on va retenir, c'est cette victoire 4-2 qui permet, n'est-ce pas, à Pep Guardiola et ses hommes de continuer tranquillement leur aventure. Allons parler de la victoire de Arsenal, 2-1 face à Fulham. Arsenal fait donc du 4-4 dans ce début de championnat. Arteta ne peut qu'en être fier. Il faut noter que l'entraîneur Mikel Arteta n'a pas, n'est-ce pas, débuté le championnat dernier de la sorte, et c'est donc un signal très fort que Arsenal est en train de lancer comme ça pour la Première Ligue. L'attaque Odegaard, Martinelli, Saka et de Gabriel Jesus répond très bien, même si l'ancien joueur de Manchester City n'a pas marqué dans cette rencontre. Odegaard était bien présent et a inscrit, n'est-ce pas, un but dans cette partie, sans oublier le but de Gabriel qui était, n'est-ce pas, déjà à l'origine du but de Mitrovic, qui a donc ouvert le score pour Fulham. Maintenant, Odegaard a très bien fait d'égaliser avant que Gabriel vienne, n'est-ce pas, marquer le deuxième but synonyme de victoire. Il s'est très très bien rattrapé, le défenseur des Gunners. Ici, on va quand même aussi noter que Mikel Arteta a mis un dispositif tactique qu'il utilise depuis le départ et a conduit encore son équipe qui fait encore une très très belle performance jusqu'ici, notamment la sentinelle Saka El Neni, l'Égyptien qui a plutôt pris la place de Thomas Partey qui est suspendu, ça il faut le noter, et donc il y a de la ressource. El Neni peut très bien le remplacer et a joué son rôle en sentinelle avec Saka. Odegaard était très proche de Gabriel Jesus et permettait, n'est-ce pas, à cette équipe de dérouler le jeu en soit cherchant Saka sur le côté droit ou Martinelli sur le côté gauche, tout en essayant de faire des combinaisons avec Gabriel Jesus très très bien en place au niveau de l'axe qui était composé du côté de Fulham de Ryan et Adarabio. Donc je pense quand même que c'est une équipe d'Arsenal qui est très très encore fixée sur ses objectifs, n'ayant pas la possibilité de jouer la Ligue des Champions cette année ou la Ligue Europa. Arsenal est focus sur la Première Ligue cette saison et le démontre d'ailleurs. Ils n'ont pas de pression et je pense que cette année sera pourquoi pas la bonne. C'est vrai que le championnat est encore au début, mais les Gunners montrent déjà de très très belles impressions. On attend voir la confirmation lors de la 5e journée. En attendant, on sait que Thomas Partey et Zinchenko sont encore blessés et peuvent encore être, n'est-ce pas, une solution de plus pour Mikel Arteta. Allons cette fois-ci voir ce que Liverpool a fait. Liverpool a donné un carton, n'est-ce pas, une correction à Bournemouth. 9-0, c'est déjà le score donc qui a sanctionné l'issue de cette rencontre entre Liverpool et Bournemouth. Il faut noter que Liverpool a eu ce sursaut d'orgueil, cette envie de démontrer que ils sont encore bien là, ils sont encore là, que le championnat ne s'est pas encore joué. On peut noter le doublé de Firmino, le doublé de Diaz, le but d'Elliott, un autre but marqué par Alexander Arnold. Van Dijk également a participé à la fête. C'était quand même Liverpool qui s'est baladé, totalement baladé face à Bournemouth qui n'est pas une équipe qui pouvait inquiéter Liverpool.
dans cette rencontre. Scott Parker, le coach de cette équipe, était totalement dépassé par les événements, totalement dépassé, ça il faut le dire, parce qu'en face, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien démontré, les promus, ils n'ont rien démontré du tout, et ça montre que pour se maintenir, ça sera très très difficile pour Scott Parker et ses joueurs, sauf que le championnat encore au début, on peut encore recruter 2-3 joueurs peut-être, pourquoi pas, le mercato n'est pas fini, pour essayer de renforcer cette équipe, parce que ce soit au niveau de l'attaque avec Moore, Anthony et Tavernier, ce n'est pas précis, on n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à se créer des occasions, on n'arrive même pas à aligner 2-3 passes. Cette équipe était totalement perdue, totalement perdue. Le milieu de terrain entre Koch, Christie ne se retrouvait pas, et ce n'est que la pauvre défense, la défense composée de Lerna, Mesfram et Senesi qui a subi les rouages, l'énervement, la masse de cette équipe de Liverpool qui a finalement gagné son match 9-0. Tout à l'heure, on verra ce que cette victoire fait comme conséquence au niveau du classement, si Liverpool, n'est-ce pas, peut se remonter très vite au classement. Jürgen Klopp et ses hommes peuvent quand même en être fiers et se dire, bon voilà, après le match, le faux pas face à Manchester United, voilà, il fallait très très vite revenir sur la page. Ainsi donc, je vais essayer, n'est-ce pas, de parler du classement, parce qu'on a parlé de ces équipes qui sont des prétendants au titre, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal et Chelsea. Là, on va essayer de voir ce que le classement donne après cette 4e journée, que le temps que la réalisation nous mette, n'est-ce pas, la fiche du classement. Voilà, Arsenal est en tête avec 12 points, Manchester City suit avec 10 points, et puis Tottenham est également très près du but. Ils accrochent Manchester City 10 points également, sans oublier Brighton qui est, n'est-ce pas, l'invité surprise dans ce quatuor au niveau du classement. Brighton s'accroche avec ses 10 points. C'est comme pour dire que voilà, le championnat se jouera, même si Leeds ne lâche pas prise. Leeds est 5e avec 7 points. Chelsea à 7 points également. Manchester United revient donc dans le top 8 avec ses 6 points. Liverpool est très loin derrière, 9e avec 5 points. Leicester, je le disais, est dernier avec 1 point. C'est compliqué pour Leicester, mais il y a encore du temps pour se rattraper. Moi, je vais marquer, n'est-ce pas, une petite pause avant de revenir pour parler de la Liga et de sa 3e journée. GFM's TV. Voilà donc, chers abonnés, merci, n'est-ce pas, de rester scotchés, de suivre avec nous le débrief de ces matchs qu'on a vécu du côté de l'Europe, en Liga, en Série A, en Première Ligue, en Ligue 1 et voilà, en Bundesliga. On a fini avec le gros, c'était le gros, parce qu'en Première Ligue, toutes les équipes peuvent prétendre au titre, mais là, on a quand même une liste assez élargie, ils sont nombreux, mais ailleurs, c'est pas le cas. C'est déjà les équipes qui jouent le titre en Liga, c'est le FC Barcelone, c'est le Real de Madrid. Et on va donc tout de suite et maintenant entrer dans le match de cette 3e journée qui opposait donc le Real de Madrid à l'Espagnol de Barcelone. 3-1, c'est la victoire que le Real est allé chercher du côté de l'Espagnol. Revenons sur le dispositif tactique de Carlos Ancelotti, 4-3-3, et cette fois-ci la titularisation de Tchouaméni qui vient du côté de Monaco a encore, n'est-ce pas, prouvé que voilà, le remplaçant de Casemiro était déjà bien en place et que le Real ne va souffrir de rien aux côtés de Modric et de Kroos. Il a rempli la donne, il a joué comme il fallait, il s'est très bien intégré dans cette équipe du Real de Madrid. Benzema, voilà, sans surprise, a réalisé un doublé. Vinicius a marqué également dans cette partie. Ça fait quand même
même un carton plein pour le Real de Madrid qui a, n'est-ce pas, encore développé une position de force face à l'Espagnol de Barcelone qui a quand même pu sauver l'honneur avec ce but de Roselu, dont les hommes de Diego Martinez, l'entraîneur de l'Espagnol de Barcelone, n'ont pas pu résister au talent, à la qualité du jeu du Real de Madrid. Et que dire de cet axe défensif composé de Militao et de Rudiger, dont Carlo Ancelotti a fait confiance à Rudiger cette fois-ci dans cette rencontre, et Courtois n'a pas eu à trop bosser dans cette rencontre. Notons qu'Alaba jouait sur le côté gauche et que de temps en temps on peut voir Alaba jouer à l'axe comme d'habitude, mais là l'absence de Mendy a fait en sorte qu'Alaba puisse, n'est-ce pas, jouer sur le côté gauche. C'est d'ailleurs son poste de prédilection. Donc il y a beaucoup de solutions pour Carlo Ancelotti au niveau de la défense. Lucas Vázquez était également présent sur la droite, et voilà, le trio d'attaque était présent. Vinicius à gauche, Valverde à droite, et puis Benzema qui, n'est-ce pas, assurait sa position à l'axe. Donc c'est une victoire sans surprise. Le Real qui enchaîne 3 matchs, 3 victoires. Le Real qui est en forme, le Real, n'est-ce pas, qui démontre encore que malgré quelques départs, il y a une organisation de jeu qui peut, n'est-ce pas, encore mettre cette équipe aux avant-postes, que ce soit en Ligue des Champions comme en championnat. Et là, on va donc, n'est-ce pas, se dire tout simplement que cette équipe sera à suivre encore cette saison et n'est pas prête de laisser la place, c'est-à-dire le titre en Liga. Mais allons voir ce que le Barça a fait. Le Barça aussi ne s'est pas quand même amusé dans cette 3e journée. Le Barça a largement battu la Real Valladolid 4-0. On peut quand même noter le réveil de Lewandowski, Robert Lewandowski, qui a inscrit un doublé dans cette rencontre après le doublé inscrit lors de la 2e journée. Il récidive donc avec ce doublé. C'est pour dire que la bataille pour le meilleur buteur est totalement lancée entre Lewandowski et Karim Benzema. On va très bien s'amuser cette saison en première Liga, en Liga, parce qu'on est habitué à voir Karim Benzema qui domine depuis 2-3 ans carrément cette première ligue, mais Lewandowski répond présent et on verra ce que ça donnera. Du côté du Barça, quand même, Xavi Hernandez a fait confiance à l'axe Garcia Araujo. Gérard Piqué est totalement en train d'être poussé vers la sortie dans cette équipe, et à gauche il y avait Baldé qui a joué à la place de Alba, et puis il y a Jules Koundé n'est-ce pas, a été titularisé, lui qui vient du FC Séville. Donc je pense que l'équipe est en train de se mettre en place petit à petit du côté du FC Barcelone. Il y a Pedri qui a assuré au niveau du milieu de terrain et qui a marqué d'ailleurs dans cette rencontre, sans oublier que Gavi, même s'il est sorti au cours de la rencontre en lieu et place de Jong, il a assuré. Franck Kessié aussi n'était pas titulaire mais est entré en jeu à la place de Busquets qui est, n'est-ce pas, le capitaine et le doyen dans cette équipe. Mais après, le trio d'attaque a assuré. Rafinha était à droite, Dembélé était à gauche, même si les deux ont, n'est-ce pas, été remplacés en cours de jeu. Ansu Fati a fait son entrée du côté de l'attaque, sans oublier Fernand Torres. Donc c'est une équipe du FC Barcelone totalement remotivée, relancée, qui retrouve sa confiance et qui commence, n'est-ce pas, à déployer son véritable jeu. Xavi Hernandez, avec les nouvelles recrues, commence à trouver, n'est-ce pas, la bonne mayonnaise qu'on peut consommer de ce côté-là. Mais en face, c'était la Real Valladolid. On ne va pas quand même aussi trop spéculer là-dessus. C'était la Real Valladolid qui n'est pas une foot de guerre. L'équipe entraînée par Roro Martin manquait non seulement de ressources, manquait aussi d'inspiration. Cette équipe manquait aussi un peu de rythme dans cette rencontre. Donc le score de 4-0 est largement justifié. Ça fait donc, n'est-ce pas, au niveau du classement,
la première place que le Real de Madrid compte, n'est-ce pas, conserver. 9 matchs, 9 points sur 9, voilà. Donc 3 matchs, 3 victoires. Et puis il y a des équipes qui suivent, le FC Barcelone, la Real Valladolid, Bilbao également, qui sont en troisième, qui partagent la troisième place. En deuxième position, on a l'équipe du Betis, le Real Betis, qui est deuxième dans ce classement. Bref, on a encore du temps pour parler de la Liga et on attendra la 4e journée de ce côté-là pour voir ce que les autres feront. Allons du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga qui jouait donc sa 4e journée et on a vu, n'est-ce pas, le Bayern de Munich être n'est-ce pas, tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach, un but partout. L'équipe de Nagelsmann a eu des difficultés à aller dominer celle mise en place par l'entraîneur Daniel Fark qui a, n'est-ce pas, mis quand même un mur qui a embêté les Bavarois à cette défense assise composée de Akura, Elvedi et puis sur les côtés on avait Netz et Sieli. Ça a quand même aussi mis Sadio Mané Müller en difficulté au niveau de l'impact, au niveau même du positionnement et au niveau de l'organisation de jeu. C'est une équipe de Mönchengladbach qui avait des ressources, de l'énergie et qui a respecté un dispositif tactique très bien mis en place avec ces deux sentinelles, Kramer et Koné, qui ont respecté scrupuleusement les consignes mises en place par le coach Daniel Fark. Notons quand même qu'au niveau du Bayern Munich, l'animation du jeu manquait un tout petit peu aussi d'inspiration et de génie. Thomas Müller n'a pas assez bougé, n'a pas assez décroché. Il a même fallu qu'on sorte Sadio Mané pour faire entrer Gnabry, qui aussi n'a pas trouvé assez de solutions. C'est Leroy Sané qui a pu marquer ce but du Bayern de Munich. Leroy Sané qui a fait son match. Et puis le milieu de terrain, Kimmich, Sabitzer est resté égal à lui-même, mais je pense quand même que voilà, c'est une équipe du Bayern qui peut rebondir très très vite. Le match nul, un but partout, ne met pas en cause les objectifs du Bayern de Munich. C'est une équipe qui ne peut pas enchaîner des mauvaises performances. Ça, il faut en être sûr, et on verra cela lors de la prochaine rencontre. Et puis du côté de Leipzig et Nkunku qui offre donc 3 points à Leipzig dans cette victoire 2-0 face à Wolfsburg. Nkunku a réalisé un doublé dans cette rencontre. C'est donc Leipzig qui se réveille très vite après la contre-performance réalisée lors de lors du match de la journée précédente. Domenico Tedesco peut donc retrouver l'équipe qu'il veut, l'équipe dont il rêve, l'équipe qu'il passe, n'est-ce pas, son temps à travailler, à vouloir mettre en place, parce qu'on a vu quand même un Leipzig très à l'aise au niveau des transmissions de balles, au niveau des courses, au niveau des déplacements des attaquants. Nkunku et Silva s'entendraient plutôt bien, et puis Olmo a joué son rôle derrière les deux attaquants. Il a été très très présent au niveau de la distribution des balles, au niveau même de l'intelligence du jeu et au niveau de la création des espaces. C'est ce qui a quand même permis à cette équipe de Leipzig de pouvoir dominer scrupuleusement cette rencontre, même si en face ça a été compliqué pour Mencha, l'attaquant de Wolfsburg, et puis aussi de ses compères d'attaque, à savoir Kaminski et Philippe. Mais notons que la paire de défense Lacroix et Van den Ven a eu d'énormes difficultés dans cette rencontre. Parlons d'un autre prétendant au titre à la Bundesliga, c'est Dortmund, le Borussia Dortmund, qui a fait l'essentiel. 1-0 sur le terrain de Hertha Berlin. Voilà, le Borussia Dortmund peut être fier de ce résultat, et je pense quand même que on a vu une équipe compter sur son attaquant Anthony Modeste qui a été très vite recruté après la blessure, après l'absence et la maladie de Haller qui pourra revenir, mais
c'est pas encore pour le moment, mais pour le moment, Anthony Modeste assure très bien l'intérim. L'équipe de Dortmund a donc est donc allé battre le Hertha Berlin 1-0. Ce milieu de terrain composé de Bellingham, Oscan et Reus a assuré au niveau de la récupération de la relance. Et puis on a vu Adeyemi très en herbe du côté droit, sans oublier les performances de Brandt. Et puis Anthony Modeste a joué son rôle d'attaquant, c'est celui de marquer ce but qui offrait les 3 points au Borussia Dortmund. La paire de défense Hummels, Scottberg a assuré, n'a pas pris de but, et on peut en être fier du côté de Edin Terzic, le coach de cette équipe de Dortmund, qui se remet peu à peu dans la course. Au niveau du classement, on va, n'est-ce pas, rappeler que le Bayern de Munich reste en tête malgré sa contre-performance avec 10 points. L'Union de Berlin est également là avec ses 10 points, donc les deux se partagent la première place. Et puis en troisième position, il y a le Borussia Dortmund, il y a le Fribourg, il y a Hoffenheim qui ont 9 points et ne sont donc pas très loin. Donc tout peut se jouer de ce côté-là. On va, n'est-ce pas, revenir lors de la prochaine journée pour voir s'il y aura des conséquences au niveau du classement. En attendant donc de revenir sur la prochaine journée en Bundesliga, on va aller très rapidement parler de la Ligue 1 française et le Paris Saint-Germain qui est tombé sur un mur de Monaco, 1 but partout. C'est le score qui a sanctionné, n'est-ce pas, cette rencontre entre Paris Saint-Germain et Monaco. Notons que on a quand même vu un PSG qui a joui d'une malchance, si on peut le dire ainsi, entre guillemets, manque de réussite pour être assez précis. 3 fois le poteau, Kylian Mbappé a trouvé le poteau, Lionel Messi a trouvé le poteau, je crois que Kylian l'a trouvé 2 fois. Donc c'est pour dire que voilà, c'était un manque de réussite, c'était une journée sans pour les hommes de Christophe Galtier dans cette rencontre. Le Paris Saint-Germain qui a dominé quand même le match, même si Monaco n'était pas ridicule. Quand je dis dominer, c'est au niveau quand même de la possession de balles et du nombre des occasions, mais Monaco a été quand même très bien en place. Cette défense à 5 mise en place par Philippe Clément dans cette rencontre avec Dissassi, Maripane, Badrachil et Enrique Aguilar qui, n'est-ce pas, revenaient de temps en temps pour fermer quand même les trous, ce qui n'a pas rendu la tâche facile à Neymar, Mbappé, Messi qui avaient des difficultés à enchaîner 2 ou 3 passes entre eux. On les retrouvait difficilement. Il a fallu voir un peu le génie de tout un chacun pour essayer de trouver un peu des espaces, et ça a été très difficile, mais Monaco a très bien fait de vite marquer. Ce but de Volan pour l'ouverture du score de Monaco a permis, n'est-ce pas, à cette équipe d'aller à la mi-temps avec une avance d'un but, et puis Christophe Galtier a été obligé de revoir recomposer son dispositif tactique, même s'il n'a pas changé grand-chose. On jouait toujours avec cette défense à 3 composée de Kipembe, Marquinhos, Ramos, et puis le milieu de terrain composé de Verratti et Sanchez qui remplaçait ici Vitinha et qui avait déjà écopé de 2 cartons jaunes et qui était suspendu pour cette rencontre. On n'a pas trop vu Hakimi dans cette rencontre, c'est pour dire que les côtés étaient totalement bloqués avec Enrique sur le côté droit et Aguilar sur le côté gauche. Nuno Mendes a essayé de faire de son possible, mais la finalité n'était pas là, c'est-à-dire on a vu des centres, on a vu des percussions, on a vu des courses, on a vu des débordements, mais il n'y avait pas, n'est-ce pas, ces derniers gestes pour aller marquer le plus de buts possible. Donc au sorti du 7-1 infligé à l'équipe de Lille, le PSG s'est donc contenté de se match nul 1 but partout pour rester invaincu dans ce championnat. Mais on va parler de Marseille, l'Olympique de Marseille qui a battu Nice 3-1 avec un doublé d'Alexis Sanchez. C'est son premier doublé sous les couleurs de l'OM. On va aussi saluer la belle performance de Payet dans cette rencontre. Guendouzi aussi s'est encore déployé comme il en a l'habitude. C'est une équipe d'Igo
Igor Tudor qu'on a retrouvé dans son dispositif, hein, c'est quand même assez prometteur pour l'Olympique de Marseille, hein, qui démontre qu'ils sont bien présents cette saison en Ligue 1 et peuvent avoir les moyens d'aller titiller le Paris Saint-Germain. Très belle performance de l'axe défensive. Eric Bailly, nouvellement arrivé et entré en jeu. Question, n'est-ce pas, de toucher un peu la température, de se familiariser. Je pense que ça va lui faire du bien et peut-être on le verra titulaire lors de la prochaine rencontre. Il est entré à la place de Kolasinac dans cette rencontre, et puis Balerdi et Bemba ont assuré encore comme d'habitude dans cet axe défensif du Paris Saint-Germain. Donc on va quand même se dire des choses, hein, c'est que le PSG, l'OM, l'Olympique de Marseille, a très très vite fait de revenir dans la compétition, et ce score de 3 buts à 1 ne nous surprend pas du tout. Lucien Favre et Nice ont eu des difficultés, des énormes difficultés à aller, n'est-ce pas, titiller cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc ça fait une belle victoire pour Marseille, et puis on va donc parler du classement. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et Lens se partagent dans la première place, 10 points chacun. Donc c'est pour dire que les choses sont relancées du côté de la Ligue 1 française, et que Paris Saint-Germain bénéficie seulement de son goal average, hein, qui est assez large par rapport aux deux autres. Mais on va se régaler cette saison, on aura du plaisir à vivre cette Ligue 1. Allons terminer avec le dernier championnat. Le dernier championnat, donc très très rapidement, qui nous tient, c'est la Serie A, italienne, qui est donc à sa 3e journée, et on va parler de cette belle victoire du Milan AC. Le Milan AC qui a battu Bologne 2-0. C'était des réalisations de Giroud et de Leao. L'attaque a répondu présente, et on a vu ce trio d'attaque mis en place par Stefano Pioli, l'entraîneur de cette équipe, qui n'a pas tout de même qui n'a pas déçu face à Bologne. On va aussi quand même parler de cette équipe du Milan en bien au niveau du milieu de terrain. L'Algérien Benasser et Tonali, les sentinelles de cette équipe, ont carrément joué leur rôle, empêchant à Moussa Barro et à Motovic de se retrouver, de trouver des solutions. Ces deux joueurs plus actifs du côté de Bologne ont été un tout petit peu inexistants dans cette rencontre. Et puis on peut quand même aussi saluer le développement du jeu au niveau de l'attaque du Milan AC. Leao, très très actif dans cette rencontre, il a tout fait pour pouvoir porter haut cette équipe du Milan AC. Et puis Messias aussi était présent. Donc c'est le Milan AC qu'on veut voir, qu'on aime voir, et le Milan AC qui revient et qui montre qu'ils sont aptes et prêts à défendre leur titre cette saison. Une belle victoire 2-0 face à Bologne. Et puis de l'autre côté, il y a eu ce match nul, un but partout entre la Juventus de Turin et l'AS Roma. Massimiliano Allegri a, n'est-ce pas, mis en place un dispositif de 4-3-3 qui n'a pas complètement payé, malgré le but de Vlahovic dans cette rencontre. Mais on peut quand même se régaler parce que c'était un match choc, l'un des matchs chocs de cette 3e journée du côté de la Serie A. De l'autre côté, José Mourinho est parti avec l'envie de rentrer au moins avec un point, et puis les deux attaquants des deux équipes ont répondu présent. Vlahovic a marqué du côté de la Juventus de Turin, et c'est Abraham qui a marqué du côté de l'AS Roma. Il a été très bien entouré par Dybala et Pellegrini, je parle de Abraham pour l'AS Roma. Notons que José Mourinho a mis en place aussi son dispositif tactique composé du 4-3-3 avec Pellegrini et Dybala aux côtés de Abraham en attaque, et puis ce milieu de terrain bas composé de Cristante et Matic. C'est une belle équipe de l'AS Roma comme on aimerait revoir jouer, et qui démontre quand même que elle est aussi présente au cours de ce championnat en Serie A. Un but partout, donc c'est le score qui a sanctionné l'issue de cette rencontre, et
on va, n'est-ce pas, espérer que ça n'aura pas de conséquences au niveau du classement, parce qu'on va y revenir. Parlons d'une autre rencontre, c'est Fiorentina-Naples, match nul, 0 but partout. Naples a quand même, n'est-ce pas, été incapable d'aller marquer ce but qui pouvait leur permettre de ramener les 3 points. Donc rien à dire dans cette rencontre. Osimhen, Lozano, Kvicha ont été muets au niveau de l'attaque napolitaine, au même titre que Sotil, Jovic et Ikone. Donc les deux équipes composées d'un côté par Luciano Spalletti, le coach de Naples, et de l'autre côté Vincenzo Italiano, le coach de Fiorentina, n'ont donc pas pu trouver les solutions pour ramener les 3 points de la journée. Ainsi donc, cela va nous permettre d'aller parler de cette rencontre, la dernière dans ce programme. C'est la Lazio de Rome qui, dans ce duel face à l'Inter, a donc remporté les 3 points, 3 buts à 1, une belle victoire de la Lazio de Rome. Les hommes de Mauricio Sarri ont donc, n'est-ce pas, fait l'essentiel. C'était aller prendre les 3 points. À défaut de prendre un point, il fallait prendre 3. Mais ce qu'on peut relever ici, c'est, n'est-ce pas, la mauvaise performance des hommes de Simone Inzaghi, l'Inter de Milan, qui se cherchait, qui n'arrivait vraiment pas à mettre en place son jeu, et qui voilà, était un tout petit peu perdu. Les joueurs se cherchaient. Lukaku est encore un tout petit peu décevant depuis le début de la rencontre de ce championnat. Un but marqué depuis le début du championnat, c'est pas quand même assez, c'est pas salutaire du côté de l'attaque, l'ex-attaquant de Chelsea, mais on espère, c'est un guerrier, c'est un compétiteur qui reviendra très vite. Du côté donc de l'Inter de Milan, la défense à 3 n'a pas payé. Skriniar, De Vrij, Bastoni n'ont pas été très en forme dans cette rencontre. Une défense qui a pris 3 buts, on peut dire qu'il y avait des manquements, même si on peut aussi reprocher le milieu de terrain de n'avoir pas pris l'autorité dans la rencontre. Sauf que en face, il y avait de la ressource, il y avait de la qualité à l'attaque de la Lazio. Immobile et Zaccagni et puis Felipe était très en herbe. Ils ont multiplié les attaques, les courses. On s'entendait se retrouver très vite, et puis ils jouaient côte à côte, sans oublier que Cataldi, qui était derrière ces attaquants, a, n'est-ce pas, permis au jeu d'être fluide et a totalement déjoué les plans de Simone Inzaghi. En somme, c'est une belle victoire de la Lazio de Rome à saluer dans cette rencontre, et cela va nous permettre d'aller voir les conséquences de ce dans le classement. Naples donc reste leader. Naples reste leader au même titre que l'AC Milan, la Lazio de Rome, l'Atalanta de Bergame, Torino, voilà l'invité surprise dans ce classement de tête, et puis l'AS Roma. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes ont 7 points chacune. Ça démontre que ça va se jouer du côté de la Série A cette saison. La Juventus de Turin est loin derrière, l'Inter de Milan est loin derrière. Donc on va, pourquoi pas, voir la réaction de ces équipes. Ça fait environ 45 minutes qu'on est ensemble et qu'on parle de ces championnats européens. Moi j'ai été très heureux d'être avec vous et de décortiquer minute by minute, point par point, les matchs importants de ces championnats européens. Voilà, on était donc sur Classico. J'espère vous retrouver mercredi prochain pour un autre Classico avec, n'est-ce pas, d'autres informations, d'autres performances de ces équipes. D'ici à là, portez-vous bien et merci de continuer de faire confiance au programme de GFM TV.